Merci beaucoup aux gens de l'IRSST pour l'organisation de cette journée-là, en particulier à Sabrina et Ali qui ont communiqué avec moi, qui m'ont invité à présenter. On commence un peu de géologie. Le granit, pierre dure que vous connaissez bien, qui est utilisé beaucoup dans nos maisons, dans nos constructions. Et ça contient du quartz. On aura beau vouloir l'éliminer, le substituer, il y en a dans le granit. Ce qui est particulier, c'est que c'est bien variable d'un granit à l'autre. Selon les études, selon où on lit, ça parle d'à peu près 0 dans certains granites et ça peut aller jusqu'à 60. En général, ça se tient entre 10 et 40 de quartz dans le granit, de silice cristalline. Et il y a un lien avec la couleur. En général, plus les granites sont pâles, plus ils vont avoir de quartz dedans. Les granites plus foncés, les noirs vont en avoir moins. On pourrait toujours dire aux usines, faites juste du noir. Ils ne nous aimeront pas. Mais la journée qu'on va mesurer, si c'est du noir, il faut en tenir compte parce que les résultats ne seront pas les mêmes. Et là, on sort un peu de la géologie. Il y a en Estrie, ça fait une dizaine d'années qu'on s'en est rendu compte, mais ça fait plus longtemps que ça existe. Il y a une pierre synthétique qui inonde le marché, qui en a de plus en plus dans le marché pour faire des comptoirs, entre autres. Ceux qui connaissent ça vont dire Silestone, US Quartz, Caesar Stone, Zodiac de Dupont, qui a une usine dans Chaudière-Appalaches. Donc, cette pierre-là, ce qu'elle a de particulier, elle limite un peu le granit, mais elle contient toujours à peu près 90-95 de quartz. Donc, on vient de changer. Là, on parlait de quelque chose entre 10 et 40. Là, c'est tout le temps en haut de 90 Ça nous cause beaucoup de problèmes. C'est un produit qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui est à la mode. Donc, qu'est-ce que ça ressemble en haut? Vous avez en haut à gauche des échantillons de granit. Vous allez voir, il y a plein de couleurs. Il peut en avoir encore plus que ça. Il y en a des centaines. Et en bas à droite, des échantillons de pierres synthétiques. Quand on a un beau petit verre fluo comme ça, là, on sait bien que ce n'est pas du granit. Mais il y en a d'autres ils veulent vraiment copier le granit. Et ça se ressemble beaucoup. Vous voyez de près, en haut à gauche du granit, en bas un synthétique. Ça se ressemble pas mal. Ils essayent de le copier. Sur une grande surface, on voit que ça revient tout au même, puis on peut le reconnaître, mais quand on ne connaît pas ça, on peut se faire jouer. Donc, pourquoi on travaille dans le granit? C'est pour prévenir les problèmes de santé chez les travailleurs. La silice cause la silicose, qui est une maladie pulmonaire. Vous en avez un bel exemple à droite, poumon normal à gauche, parce que c'est évident de voir la différence. Et c'est quelque chose de connu depuis longtemps que la silice cause la silicose et que dans le domaine du granit, il y a beaucoup de silicose. Je vais donner un exemple, années 20, à peu près 100 ans, aux États-Unis, dans l'industrie du granit, l'équivalent de la santé publique d'ici est rentré là-bas. Il avait identifié qu'il y avait à peu près 90 des travailleurs qui avaient de la silicose. Ou à l'époque, la silico-tuberculose, parce que ça allait souvent ensemble. On est loin de ça aujourd'hui. Par contre, il y en a encore des cas de silicose liés au travail de la pierre, et il y a eu des épidémies récemment. Je vous ai mis 3 titres d'articles. Le premier, ça a été publié dans Chest, quand même pas une petite revue. 2012, c'est pas vieux. 25 cas de silicose grave. Je dis grave parce que c'est des gens qui étaient à l'étude pour transplantation pulmonaire en Israël. Donc, quand tu penses à te faire changer les poumons, d'habitude, ça ne va pas très bien. Et ils se sont rendus compte que ces gens-là avaient quelque chose en commun. Ils travaillaient tous avec une pierre synthétique. Donc, ils ont publié la série de cas. Âge médian des travailleurs, à peu près 50 ans. Il y a eu 3 décès dans cette série-là. Donc, une resurgence d'une maladie chez les travailleurs de la pierre. Eux autres, ils appellent la pierre artificielle. 2012. En 2014, plus récent, en Espagne, une autre éclosion de cas de silicose. On parle d'une 46 cas ils ont fait une étude, il y avait à peu près 200 quelques exposés, donc 1 sur 20 qui avaient une silicose. Ici, c'est plus des silicoses radiologiques moins graves. Par contre, âge médian en trentaine. Ça fait que si les gens ont développé déjà une silicose radiologique à 30 ans, on sait que les silicoses qui apparaissent rapidement évoluent moins bien que les autres. Donc, on peut avoir des craintes pour ces travailleurs-là. Une dizaine d'années d'exposition comme médiane pour créer cette silicose-là. Et finalement, un dernier petit article qui vient de l'Espagne aussi, 2010. J'aimais bien le titre, Silicosis, a disease with an active present. Donc, ne pas oublier, ça existe encore. Ici, c'était uniquement 3 cas. C'est probablement le début de toutes ces publications-là. Les autres, ils avaient identifié 3 cas, mais aussi dans la trentaine, ce qui est quand même rare. On revient chez nous en Estrie. Le granit, c'est quoi? C'est une trentaine d'entreprises. Vous voyez, ça va de des petites, 1 à 9 travailleurs. Des fois, il y a le père et son fils. D'autres fois, c'est des usines plus grosses. Ça peut aller au-dessus de 50, on en a 5. La plus grosse a autour de 100 travailleurs. Vous voyez, c'est réparti. Et ça représente 700-800 travailleurs, bon an, mal an, qui sont répartis en travers les petites. On a une bonne moitié à peu près dans les moyennes entreprises et une autre moitié dans les plus grosses entreprises. Comment c'est fait du granit? Bien, ça commence par des carrières à ciel ouvert où on va faire des blocs.
Et ces carrières-là sont un peu partout dans le monde et les gens de granit achètent des blocs. Ils viennent de tout partout et ils les entreposent. Et avec tout ça, on fait des tranches. Bien, certaines usines s'arrêtent là. Ils vendent les tranches. D'autres usines qui commencent là, ils achètent les tranches. Et il y en a qui font l'ensemble du processus, qui font les tranches et qui continuent après. Qu'est-ce qu'on fait avec les tranches? Bien, on va les couper à différentes grandeurs avec plusieurs machines. Ça peut être très automatisé, style contrôle numérique, même robot. Dans d'autres cas, c'est des scies circulaires qui peuvent aller dans différents axes. Il y en a une, des fois deux, des fois plus. Donc, de la coupe, de la découpe. En procédé humide, les travailleurs ne sont pas nécessairement proches de ces machines-là, mais ils sont dans le secteur quand même. Ça peut aussi être des coupes qui sont beaucoup plus manuelles. Donc là, le travailleur est beaucoup plus près. Et ensuite, une activité bien importante, on veut que notre granit soit beau, il faut qu'il soit luisant. Donc, des activités de polissage. C'est probablement l'activité qui regroupe le plus de travailleurs, de nos travailleurs. C'est celle qu'on a focusée dans notre projet parce que c'est celle qu'on retrouve beaucoup des grosses expositions. Les premières étapes vont se faire souvent par des machines automatiques. Mais on a aussi des activités de polissage qui sont plus manuelles. C'est ceux-là qui nous préoccupent le plus. Ça peut se faire en phase humide, le polissage aussi. On a travaillé beaucoup là-dessus. Et toutes les activités connexes avec les petits outils dont je vous ai parlé, ils vont percer, ils vont scier, ils vont couper les côtés. Et finalement, il y a des tâches de taillage manuel, là, marteau, ciseaux, puis ils vont faire finir le travail à la main. Ça se voit dans le monument, surtout, et aussi dans certains ouvrages de construction. Qu'est-ce que ça donne? Bien, vous le savez, hein, des beaux comptoirs de cuisine. Des monuments, on a de toutes sortes, pierre tombale jusqu'à des gros mausolées en granit. Le comptoir est en progression nette, là, nos usines, ça va bien. Le monument, ça dépend dans quel coin, là, mais c'est quelque chose qui est plus dur parce qu'entre autres, il arrive des monuments de la Chine, là, les pierres tombales, entre autres, déjà, il reste juste à les lettrer. La tuile de granit, moins populaire. On a une couple d'usines qui ont des lignes de tuiles, mais c'est vraiment pas. Les gens, en général, quand ils achètent du granit, ils ne le veulent pas en tuile, ils le veulent en bloc. Là, ils veulent vraiment un comptoir, une pièce. Mais il y a de la tuile de granit qui se fait aussi. Et finalement, bien, des ouvrages de construction, on a des usines qui ont construit des buildings un peu partout dans le monde qui sont en Estrie. Vous avez à gauche, vous le reconnaissez, Montréal. À droite, c'est un édifice, une banque à Vancouver, mais on a du granit qui a été transformé au Québec un peu partout dans le monde. Ils viennent de faire une partie de la fontaine sur le nouveau site du World Trade Center. C'est une usine à Mégantic qui a fait le contrat. On reparle de santé, mais plus au niveau de l'Estrie. Pourquoi on fait ça? Bien, moi, j'ai compilé les cas entre 1999 et 2009. On a quand même 15 silicoses acceptées à la CSST en Estrie sur 10 ans. Donc, un cas et demi par année. Il faut dire qu'il y en a à peu près 30 au Québec. On peut dire que ce n'est pas beaucoup, 1 sur 700-800 travailleurs. C'est pas comme dans les années 20. Mais c'est qu'encore quand même, moi, je trouve que c'est encore trop. Âge au diagnostic de 49 ans à 85 ans. Une moyenne de 68 ans. On a 7 travailleurs qui ont moins de 65 ans, donc à peu près moitié-moitié. Je dis souvent aux gars, quand on les rencontre en séance d'info, ça peut être votre cadeau de retraite. Pas sûr. On avait 3 qui étaient toujours au travail, qui ont été dépistés par nos activités, 4 retraités récents. Pas très tentant. Dans ces cas-là, il y en a à peu près un tiers qui c'est des cas radiologiques, pas sévères, qu'on trouve au dépistage. Un tiers qui c'est des atteintes fonctionnelles pulmonaires, mais légères. Et un tiers qui ont quand même des atteintes sévères. Ce n'est pas toutes des maladies pas graves. On a eu 2 décès reliés à des silicoses compliquées, une par un cancer et une par une tuberculose. La silicose est un facteur de risque important de cancer pulmonaire et un facteur de risque aussi de développer une tuberculose. On a eu 2 décès en Estrie dans les dernières années liés à ça. Donc, c'est pas banal. Faut savoir aussi que les statistiques officielles, c'est uniquement la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas indemnisés, les travailleurs autonomes, les patrons, le gars qui est plus vieux puis qui décide de ne pas faire sa réclamation à CSST, et tous les autres effets, qu'on ne rentrera pas ici, là, c'est pas un cours de médecine, mais la silice a d'autres effets que la silicose, que la majorité du temps ne sont pas indemnisés au Québec. On rentre dans notre projet. De 1984 à 2004, on a fait une compilation, ça a été l'objet de mon projet de maîtrise, toutes les journées d'échantillonnage des résultats qu'on avait eus par nos équipes pendant 20 ans dans les usines de granit. 341 résultats, j'ai relu chacun des rapports. Et on a fait une matrice d'exposition et on a compilé les résultats. Ces résultats-là représentent une journée de travail 8 heures en zone respiratoire des travailleurs. Donc, on voit, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le quartz, le silice cristalline, la norme est à 0,1 mg par mètre cube. Le seuil qu'on juge sécuritaire au niveau santé, dépendant à qui on parle, oscille entre 0,025 à 0,05. Disons à peu près la demi-norme, le quart de la norme. 341 journées moyennes dans le monde du granit, presque 2 fois la norme. On voit qu'il y avait quand même un problème en 2004.
il y a deux résultats. Quand on fait les mesures pour le silice cristalline, il y a toujours deux résultats. Il y a les poussières respirables, qui est un indicateur de niveau d'empoussièrement des poussières qui se déposent dans le fond des poumons, c'est-à-dire la phase fine des poussières. Monsieur parlait des poussières inhalables, c'est plus l'ensemble des poussières. Les respirables, c'est celles qui se déposent dans les poumons. Il n'y a pas vraiment de normes. Au Québec, on n'a pas de normes pour les poussières respirables. C'est plus un indicateur du niveau d'exposition. Dans les résultats dans le granit, je le mets toujours parce que ça nous donne une idée de quel type de granit qui travaillait. C'est un très haut risque, un faible risque. C'est intéressant d'avoir les poussières pour avoir une idée de l'empoussièrement. On ne peut pas vraiment se comparer à une norme. Et c'est celle-là qu'on compare à la norme de 0.1, qui est le produit qui nous inquiète le plus. Et ici, c'est tout simplement la fraction d'un sur l'autre, le pourcentage de quartz qu'il y a dans ces poussières-là. Ça aussi, ça nous donne une idée de la journée comme telle pour vraiment interpréter le résultat. On voit que sur 341 mesures sur 20 ans, le taux moyen de quartz qu'il y avait dans les poussières respirables est autour de 12 %. Et on voit que c'est un produit très variable d'une journée à l'autre. Ça allait de 1 à 35. Donc, l'ensemble des mesures à presque 2 fois la norme. On a un problème. Et ici, les policières manuels à l'eau, les cas que vous avez vus, là, le gars à sec, le gars à l'eau, c'est pas une définition 100% à l'eau, 100% à sec. Dans le temps, ça n'existait pas. On disait quand il y a plus qu'une heure par jour de sec, on le considère à sec. Donc, c'est ceux-là, c'est à l'eau et jusqu'à moins qu'une heure de sec. Et ceux-là, c'est à l'eau et plus qu'une heure de sec. Il ne faut pas séparer ça. Et on voit, vous voyez, 3 fois la norme, 4 fois la norme. Donc, des situations d'exposition très importantes. C'est ce qui nous a amené à faire un grand projet avec la CSST au niveau régional, avec les milieux de travail. Je dis on a travaillé beaucoup, mais en premier, c'est les milieux de travail qui ont travaillé beaucoup, et le réseau de santé publique en santé au travail et la CSST. Et maintenant, l'IRSST nous aide aussi avec un projet de recherche. Donc, on a priorisé ça, on a fait un programme qui a duré 5 ans. On va sauter 5 ans, je vous présente direct les résultats. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, c'est là que je vous dis, c'est pas la ventilation qu'on a mis en premier. On a dit, il faut humidifier les procédés, il faut tout passer à l'eau. Pourquoi on a choisi ça? Bien, sur le terrain, on voyait bien que les résultats, quand il y avait de l'eau, c'était meilleur que quand il n'y en avait pas. On a vu aussi des publications un peu partout, dont l'INRS, qui avait des articles qui démontraient ça aussi, que l'eau était le facteur numéro 1 pour réduire les expositions. Et aussi, bien, on avait des liens avec l'école de formation des travailleurs qui nous disaient qu'à peu près tout se fait à l'eau. Mais il y avait aussi des aspects de ventilation, entre autres tout ce qui est travail à sec. Le CSST exigeait que ça soit fait avec la ventilation à la source. On a mis beaucoup d'emphase sur certains postes pour qu'il y ait de la ventilation, même des fois quand il y a de l'eau. Et la ventilation générale aussi dans les usines où il n'y en avait pas. Donc, il y a eu des aspects de ventilation. On a regardé les méthodes de travail, l'aménagement et l'entretien des lieux, c'est aussi important, et des aspects de protection respiratoire. Donc, 5 ans de travail, qu'est-ce que ça a donné? Vous revoyez à gauche la colonne des 341 résultats. C'est les mêmes chiffres, sauf les proportions. À la suite, en 2010, quand on a mis fin au projet, on a fait un bilan dans chaque usine. Donc, on a refait une série de mesures, et ça, c'est les résultats du dernier bilan. Ce n'est pas ce qu'il y a eu entre les deux. C'est vraiment le dernier portrait de chaque usine. On est passé, vous voyez, en poussière, de 1,20 à peu près à 0,6, diminution de 5. On a quand même 250 journées, là. Ça fait du total pas loin de 600 journées échantillonnées. Pour la concentration moyenne de quartz, on est passé à 0,07, donc sous la norme, quand même au-dessus du seuil qu'on juge sécuritaire. Le pourcentage de quartz est resté à peu près similaire. Et on voit maintenant que 83 % des postes respectent la norme. Il y en avait 63 à l'époque. Et chose bien intéressante, à partir de 0,2, on juge vraiment au niveau de toxicologie qu'il y a un risque beaucoup plus grand d'atteinte à la santé. Donc, on a regardé aussi les grandes expositions. Et là, on voit qu'on a réussi à le débaisser 13 % des résultats à 1 %. Ça, c'est très intéressant. Si on regarde les polisseurs manuels, j'ai mis ceux à l'eau parce que ceux à sec, il n'existe plus la définition. On n'en voit plus de monde qui font du sec. En tout cas, très peu qui font plus qu'une heure par jour. 53 résultats après. Vous voyez encore une baisse, on a travaillé plus sur ces postes-là, encore plus spectaculaire, près de 3 fois, autant pour les poussières que pour la silice. Mais malgré ça, vous voyez, on reste au-dessus de la norme. Donc, on n'a pas réglé le problème, on l'a amélioré. Et le quartz augmente dans les poussières. L'effet probablement de la nouvelle pierre synthétique, il s'en fait de plus en plus dans les usines. Donc, ici, on a un effet qui va sur la moyenne des travailleurs parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille sur du synthétique. Et pour ce qui est des proportions, vous voyez, dans ce poste-là, il y a encore à peine 50 % qui respectent la norme. On a 50 %, 53 en bas, donc 47 au-dessus. On a réussi beaucoup à baisser les très hautes expositions. L'eau nous a permis ça. On ne voit plus de 3, 4, 5, 6 fois la norme. Mais on a encore 6 % qui sont à 2 fois la norme. Donc, quels sont les meilleurs paramètres pour humidifier?
Ça, on s'est posé beaucoup la question, on a de la misère à trouver. Comment ça en prend? Comment on doit faire ça? Pas beaucoup de réponses. L'autre question importante, le brouillard d'eau. On a mis le monde plein d'eau. Hein? Ça fait que là, maintenant, il y a de plus en plus d'eau. Les gens recirculent leur eau. Elle est déjà contaminée. Elle va dans des bassins, elle n'a pas le temps de décanter. Elle revient, elle est déjà opaque. Est-ce que ce brouillard-là contribue à l'exposition? On est de plus en plus convaincus que c'est une source importante. En plus, quand il est recirculé. Comment contrôler ce brouillard-là? Et là, la ventilation aussi peut nous aider. C'est pas évident de contrôler des procédés humides. Tous les aspects ventilation en procédés humides. Comment on fait ça? Mettre de l'eau puis ventiler en même temps. Quels seraient les meilleurs paramètres? Il faut dire, il y a plein d'outils différents, plein de buses. Donc, on s'est posé des questions, on n'a pas toutes les réponses. Le travail avec la pierre synthétique, c'est épouvantable. On a des résultats, j'en ai reçu la semaine passée. L'usine, là, tu ne vois pas de poussière. Les résultats les pires sont à 0,25 mg par mètre cube de poussière respirable. Ça, là, un petit flair d'un nuage, d'un rayon de soleil, là, tu ne vois pas de poussière dans l'usine. Mais 75 de quartz dans les poussières, on est à une fois et demie à norme. En 20 ans, on n'avait jamais rien vu en haut de 35 %. Et là, on a des résultats, 60 % des poussières sont du quartz. Tu ne peux plus te fier à ton œil pour faire de l'évaluation. Il n'y a plus de qualitatif. Les normes sont dépassées, même avec un milieu, on a l'impression qu'il est clean. Très dur de travailler avec la pierre synthétique. Les opérations de polissage manuel, c'est ceux qui restent le plus à risque. Donc, on a fait, il y a quelques années, une demande à l'IRSST qui a, en première étape, a fait un guide de bonne pratique qui est utilisé partout au Québec dans l'industrie de transformation de la pierre. Conclusion, là, c'est une petite phrase, on va la lire. Bien qu'on soit en droit d'espérer qu'une prévention rationnelle et efficace, ça c'est nous autres, hein, la ventilation, etc., permettre qu'un jour la silicose disparaisse et devienne une maladie professionnelle historique, il est certain qu'elle sévira encore pendant longtemps. Qui a écrit ça? Pas vraiment grave, hein? Non, ce qui est intéressant, c'est quand. On pourrait le dire aujourd'hui, hein? Un textbook français, un vieux textbook que j'ai trouvé, c'est un monsieur français qui a écrit ça, M. Desrobert, 1954. On pourrait leur dire aujourd'hui, hein? Je vous laisse là-dessus.